Salut, c'est Nicolas Dan, bienvenue dans Jazette de Geek, spécial Western States, avec la course masculine. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute Snack et aujourd'hui je te parle des nouveautés côté gel dans la gamme Boost. Je rappelle que la Boost Énergie, c'est des produits pensés pour les efforts intenses et pas juste intenses parce qu'honnêtement, moi, je consomme quasiment juste ça sur mes longs ultras puis je peux pas dire que c'est de l'effort intense rendu au 130e kilomètre. Bref, première affaire, le gel passe maintenant à 30 grammes de glucides avec toujours le ratio 2:1 glucose-fructose pour une absorption efficace. Puis là, il y a 3 nouvelles saveurs qui débarquent. La première, thé à la pêche avec 100 mg de caféine pour le focus. La deuxième, citron salé avec 250 mg de sodium pour remplacer ce que tu perds en suant. Et la dernière, menthe glaciale avec 0,05% de menthol pour rafraîchir puis donner un petit reset quand il fait chaud, genre l'été au Québec quand on se sent dans la chaleur de la Western States. Bref, encore plus d'outils solides pour les athlètes d'endurance. Pour tester ça, on va faire un tour sur le nac.com, remplis ton panier et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 279 de Pas sorti du bois. La deuxième partie de la Jazette de Geek sur la Western State. On essaye ça cette année, on fait ça en 2 parties. Donc il y a 2 jours, vous avez pu entendre nos prédictions, mais surtout notre tour d'horizon de la course des femmes. Et aujourd'hui, on se lance dans la course des hommes. Tant qu'à faire un épisode de 2h40, pourquoi ne pas en faire 2 de 1h20? Je sais pas ce que ça change. Je pense que c'est moins imposant, ça fait moins peur un épisode d'1h20, mais qui sort 2 fois en 2-3 jours. Nico, bienvenue à Pas sorti du bois. Yes, merci de me recevoir, c'est toujours le fun de venir. Je disais tantôt que c'était ta 12e participation à une Jazette de Geek, mais là, je pense qu'on peut la compter comme 2 Jazettes de Geek. Fait que là, c'est ta 13e participation après 6 fois Western State, 5 ou 6 UTMB, une Hard Rock. Là, on est là pour un épisode en 2 parties, disons-le comme ça, de la Western State, parce que avec la taille des pelotons qu'on a, je pense qu'on peut plus rentrer dans un seul épisode. Puis, chaque fois qu'on enregistre ces trucs-là, je me dis ça va plaire aux 1000 auditeurs de Pas sorti du bois qui sont des crinqués comme nous qui, pendant la Western ou pendant des courses obscures, m'écrivent. J'adore ça. Ça me réconforte de savoir qu'on n'est pas les 2-3 seuls avec Nico Fréret. Des fois, je suis en train de courir un samedi quelconque, puis quelqu'un m'écrit « Hey, t'as-tu vu telle performance sur telle course que je connaissais pas? » Je suis comme « Yes, il y a des geeks comme nous. » Puis, à chaque fois, je me dis ça va plaire à 10% des auditeurs, ces genres de geeks-là. Il y en a 1000 qui vont triper, puis les autres vont faire « Qu'est-ce que c'est ça? » Et non, à chaque fois, c'est des épisodes qui sont vraiment beaucoup écoutés. Fait que je suppose que ça intéresse les gens d'entendre 2 gars suranalyser des chiffres puis des athlètes qu'ils connaissent pas. Bref, c'est ça le concept. Ceux et celles qui écoutent pour la première fois une Jazette de Geek, je vous recommande la première partie sur la course des femmes. Là, on se penche sur la course masculine, mais le concept de Jazette de Geek, c'est qu'on plonge à fond dans les têtes d'affiche, les gens à surveiller de la Western State, puis on termine avec des prédictions, puis en plus, cette année, on s'est mis un petit peu de piquant pour les prédictions. Yes. Nico, en première partie, on a parlé de ta saison 2026, de notre course ensemble qu'on a vécue en Ontario, mais il y a un sujet qu'on n'a pas parlé, parce que l'année passée, tu sais, toi et moi, on est amis depuis plusieurs années, mais beaucoup amis par distance, par rencontre en virtuel, par texto
tous les jours à s'écrire des niaiseries. Mais l'année passée, on a vraiment vécu notre année de bromance, puis ça s'est surtout passé très la clinique du coureur, on est allé voir des shows ensemble, mais on a fait le QMT Live pendant une douzaine d'heures, un week-end passé au Mont-Saint-Anne avec la belle équipe, puis on parle de nous, mais on a la job la plus facile là-dedans, on est assis sur nos fesses, puis on jase. Pendant ce temps-là, il y a Marie-Ève Pellin et toute l'équipe de Tout Trail qui sont sur le terrain déployés à nous ramener de l'information, et il y a Ulysse et toute l'équipe technique en coulisses qui travaillent comme des fous. C'est vraiment une belle grosse gang, le QMT Live. Puis cette année, ils ont décidé que, l'an passé, j'entendais Charles au podcast Tout Trail dire à quel point il était stressé parce que c'est vrai qu'on se lance dans le vide, de faire un live à un endroit où il n'y a à peu près pas de signal. Et ça s'est tellement bien passé qu'ils se sont dit, pourquoi refaire quelque chose qui a bien marché quand on peut se mettre encore plus dans la marde? Je blague, mais on va être en live pendant l'entièreté du QMT 135. Ça va être une très grosse journée au bureau. Mais non, ça, l'année dernière, c'était une expérience. Toi comme moi, je pense qu'on avait toujours. On se texte toujours par à Western State. On dit, hey man, le setup de Dylan Bowman à Western, les commentaires, etc. Ça serait cool de pouvoir le faire un jour. Là, ouais. Quand on avait pitché l'idée à QMT, ils avaient totalement embarqué. Puis l'année dernière, c'était vraiment un trip de trail. Ouais. D'être avec toi, puis de jaser, genre de trail québécois pendant tout ce temps-là. Puis on avait peur de manquer de sujet. On avait peur de manquer de sujet parce qu'à un moment donné, tu sais, la Western, la UTMB, ils ont des caméras sur les coureurs en continu. Nous, la nature, d'abord, les sentiers tellement techniques du QMT le permettent pas. Il n'y a pas un doute sur un bike qui va avancer dans le Mistachibo. On s'entend. Mais au-delà de ça, le couvert d'arbres, le couvert nuageux, les tours cellulaires, écoutez, c'est tellement compliqué pour l'équipe technique que même la Golden Trail, la série internationale, qui fait des lives sur les plus grosses courses du monde, ont décidé de ne pas en faire un sur le QMT parce qu'il y avait trop peur pour l'aspect retransmission. Pendant ce temps-là, l'équipe d'Ulysse puis l'équipe locale du QMT, là, pas l'équipe de Warner Bros. Qui gère la Golden Trail, là, l'équipe locale que Charles Miller a bâtie avec ses chums, ses contacts et nous autres à l'animation, pas peur de ça. Hein? Non. L'équipe technique, Ulysse et tout, pas peur, pantoute de faire ça, de se lancer dans le vide. Mais on a vraiment vécu un trip. Moi, un de mes bons souvenirs, c'est qu'on anticipait que ça allait marcher. On espérait que ça allait marcher. On est le pre-show, c'était facile, on était assis au massif, c'est le départ, la retransmission est simple. Le lendemain matin, on se connecte, on s'assoit dans le boot, puis OK, on part pour 12 heures d'animation. Ça va-tu marcher? Et là, le premier coureur sort du bois juste avant Saint-Tite, le ravito. Et là, on a un coureur ou un vélo qui le suit à sa hauteur pendant qu'on a une shot de drone. Et là, l'équipe technique bascule entre la shot de drone du coureur sur ce chemin de gravelle-là et la proximité de celui qui est avec lui, puis je me dis, c'est débile, on n'a même pas ça, 2 caméras sur un coureur à 2 niveaux, puis ça a été de même du début à la fin, on a pu suivre, oui, le 135, mais commenter le 50, le 80, puis cette année, on s'entend, le peloton du 135 qui est complètement fou, et on a des championnats canadiens avec des places sur l'équipe canadienne, on s'entend, sur le QMT 50 et sur le QMT 80, on va commenter tout ça. On suit principalement le 135, mais bien sûr, quand le 50 et le 80 partent, on les suit. On va faire ça toute la nuit, toute la journée. Ça va être un beau gros week-end. Avec beaucoup de café. Beaucoup de café. Et on n'a pas fini parce que je pense que tout le monde autour de la table était satisfait de ce qu'on a fait l'année passée. Et s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin, tu sais. Puis c'était tellement le fun les fois qu'on pouvait avoir accès à Marie-Ève puis toute l'équipe Tout Trail sur le terrain, mais on n'avait pas nécessairement, puis c'est pas une critique, on s'entend, on essayait quelque chose, puis ça s'est vraiment bien passé, mais on aurait voulu avoir encore plus de flexibilité, de faire hey, on peut-se connecter avec Marie-Ève, savoir qu'est-ce qui se passe à telle place, hey, on vient de voir tel coureur sortir du ravito, Marie-Ève, as-tu vu comment il était? Puis là, je pense qu'on a des discussions, puis on va essayer d'aller encore plus souvent parler à l'équipe terrain pour aller chercher de l'info. Puis dans une nuit de QMT 135, quand on n'aura aucun visuel sur aucun coureur, ça va être d'autant plus important de pouvoir parler aux équipes terrain puis les questionner sur comment ça se passe dans les ravitaux parce que le QMT, ça se passe dans la nuit. Là, le 135, ça se joue. Bon, ça se joue partout. Certains vont dire que ça commence à jouer au Mont-Saint-Anne, mais pour vrai, sentir des caps de nuit, c'est tout un chantier. Là. Oh oui, c'est un chantier. Donc, ça va être une très, très belle aventure, encore une fois. Là. Puis, moi, je pense qu'on est extrêmement chanceux de pouvoir
pour avoir cette opportunité-là. Moi, je pense qu'on est extrêmement reconnaissant par le QMT, Charles, puis toute l'équipe avec Jean de nous laisser faire ça. Ouais, puis comme communauté québécoise de trail, on est extrêmement chanceux qu'un gros joueur comme le QMT décide d'investir parce que je ne connais pas les fins détails, c'est pas notre contrat, mais c'est énormément de coûts faire ça. C'est beaucoup d'investissement de temps, d'argent, puis qu'on a une course qui croit au point de le faire, ce saut dans le vide-là. Puis tu sais, je veux dire, l'équipe du QMT est allée à Black Canyon voir comment ça se faisait dans d'autres courses. Tu sais, l'équipe de Black Canyon, c'est la même qui font la Western, la Hard Rock et tout. Fait que ils ont fait la recherche, ils ont fait leur devoir, puis c'est pas pour rien que ça a bien marché l'an passé, donc on envoie plein de coups de chapeau à ces gens-là et on vous dit de vous connecter. Si vous n'êtes pas au QMT pendant cette fin de semaine-là, allez voir sur YouTube, on va dire beaucoup de choses, peut-être certaines un peu impertinentes, mais c'est pour ça qu'ils nous payent. Ça va être plus drôle vers la fin de la journée. Ouais. Et au moment où il y aura la conséquence. On expliquera tantôt pourquoi. Donc, Nico, on est là pour parler de la Western, mais avant toute chose, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Là, je bois une Athletic Brewery. Très fort. On a 2 stratégies de gestion de course différentes. Hein. Moi, le marathon de 2 épisodes, je l'ai commencé avec un sans-alcool. Et là, j'ai une catnip, la IPA signature du Noctem. Il n'y a rien qui bat la catnip. Ils peuvent sortir toutes les IPA du monde, sont toutes bonnes, mais on revient toujours à la catnip. C'est comme un premier amour. Dans ton cas, tu as la stratégie opposée. On a commencé avec la bière et là, on termine avec le Athletic Brewery qui font des excellentes bières sans alcool. D'ailleurs, qui commençaient les athlètes de trail il y a quelques années. Exact. Cheers, mon pote. Cheers. On avait beaucoup à dire sur la course féminine et on n'en a pas moins à dire sur la course masculine. Ouais. Scénario un peu différent. Dans l'autre épisode, tu as expliqué un peu comment les athlètes peuvent accéder à la Western State selon le top 10 qui revient, les courses Golden Ticket. Côté féminin, on a 9 des 10 femmes qui sont revenues cette année. Côté masculin, c'est un peu différent parce que cette année, le M1 et le M2, donc les 2 premiers de l'an dernier, ne reviennent pas. Caleb Olsen, qui avait remporté ça en 14h11, le 2e meilleur chrono de l'histoire de la Western State. Tout ça avec le swag d'un gilet blanc troué exceptionnel. Caleb Olsen qui a traversé la ligne d'arrivée et qui a pris son bébé de genre 3 semaines dans les bras après. C'était une des plus belles arrivées de l'histoire de la Western State. Et Chris Myers, qui est un gars que ni toi ni moi on avait mis dans nos top 5 l'année passée, même pas proche. Chris Myers, qui a fait 14h17, le 3e meilleur temps de l'histoire, suivi de Kylian Jornet, M3. Assez fou. Donc, M1 et M2 ne sont pas de retour. Et là, la nouvelle est tombée il y a quelques jours. Tu nous l'as envoyé un fil de conversation avec Nicolas Fréret. Seth Ruling, qu'est-ce qui se passe? Il a une fissure du labrum, je crois. Ouais. Je pense une fissure du labrum. Puis il a senti genre... Tu sais, j'écoutais un podcast avec lui, puis il expliquait que genre, tu sais, il a commencé à avoir mal à une jambe, mais il devait faire genre un training run au Grand Canyon. Il a commencé à descendre, puis s'est arrêté tout de suite. Il dit, il n'y a pas moyen que je descende, parce que sûrement que je vais jamais remonter. Ouais. Après ça, il s'était donné une semaine en se disant, si j'arrive pas à courir dans une semaine, je pull out. Puis en fait, une semaine après, il avait mal, il était passé un examen. Puis ça, je pense, c'est fissure du labrum, là. On n'aura pas Seth cette année. C'est dommage parce que il était extrêmement solide dans ses trailings juste avant. Ah ouais. Je pense que le fait d'avoir été M6 l'année dernière, il avait vraiment gagné en confiance. Ouais. Donc, c'est quand même assez dommage de ne pas avoir M1, M2, M6. Là. Ça t'enlève déjà quand même 3 gars du top 10. J'allais dire, ça ouvre le field à d'autres, mais bon. Il y a 6 victoires de la Western parmi les autres. Jim en a 4, Adam en a 1, Kylian en a 1. Il y a beaucoup de monde qui reviennent, mais Seth Ruling faisait partie, moi, de mes favoris. Puis il disait sur ce même podcast-là, hein, j'aime bien mieux arriver puis pas être un des favoris. Puis il se serait aligné comme ça. On l'aurait pas mis probablement, toi puis moi, premier cette année. S'il avait été là, mais Seth Ruling va toujours être là, puis c'est tout un athlète, puis c'est un nom un peu comme on disait tantôt, des Caitlin Fielder, des Anna Olga, des noms qu'on voit année après année après année, qui sont toujours là, qui n'ont jamais eu la performance, la victoire sur un gros plateau, mais qui sont réguliers, qui sont talentueux. Seth Ruling en était un. Donc, pas d'M1, pas d'M2, pas d'M6. Cette année, on a vécu de quoi de particulier? Parce que d'habitude, quand on prépare cet épisode-là, on ne parle que des athlètes qui reviennent du top 10 et de ceux et celles qui ont remporté des Golden Tickets, ces courses-là qui te permettent d'accéder directement à la Western State.
on parle jamais des autres types de dossards qui sont donnés au-delà de la loterie. Et là, cette année, on parle des dossards sponsors parce que Jim Wamsley, quadruple champion de la Western States, 2 des 3 chronos les plus rapides de l'histoire de la course, une légende du sport, une légende de la Western States, revient sans avoir eu un top 10 et sans avoir une course Golden Ticket. Parle-nous, Nico, de comment ça a été perçu, cette annonce-là, dans la communauté, disons, de la Western States, des gens plus compétitifs. Ben, tu sais, il y a eu de la controverse un petit peu. C'est sûr que les gens, ils se disent, c'est quand même, tout le monde le fait d'une manière, tout le monde va le chercher de la bonne manière, entre guillemets, tu sais. Soit tu fais ton top 10, tu reviens, soit tu achètes sur un golden ticket. Puis tu as l'autre côté de la médaille, tu sais. Moi, je pensais que il y a certains pros qui auraient sûrement râlé un petit peu plus. Puis en fait, pas tant. Parce que moi, je pense que les gens veulent que Jim soit là parce que les gens veulent battre Jim. Puis le fait de battre Jim à la Western, c'est ça que les gens ils veulent. Tu veux quand même qu'il y ait de la compétition. Donc, les gars qui étaient top 10, là, j'en ai vu quelques-uns en poste qui étaient genre, man, super content que tu sois là, see you at States. Ouais. Parce que ces gars-là, ils veulent battre Jim. Ben oui. Oui, puis on s'entend que ça allait être... Mettons que Jim avait pas eu ce dossard-là. Puis Jim n'est pas sur le départ. Ouais. On serait en train de dire que c'est probablement l'un des pelotons les plus relevés de l'histoire, blablabla. Mais il y a toujours un immense astérisque quand tu es à l'époque de Jim. On est dans l'ère Jim Wamsley, puis Jim Wamsley n'est pas là. Ouais. Il est dans son prime depuis 7 ans, 8 ans, mais il est encore dans son prime western. Puis toutes les années où il n'a pas été là, l'année passée, 2023, 2022, ça décrédibilise en rien les performances des autres, mais il y a toujours le mini astérisque de « Ouais, mais Jim, t'es pas là ». Parce que Jim a un historique immense sur cette course-là. Jim a 4 victoires, 2 autres performances difficiles à la Jim, mais c'est le maître de ce parcours-là. Il a toujours été sous les 15 heures. Puis dis-toi que, tu sais, il y a une controverse, il peut y avoir une controverse là-dessus, mais tu sais, Jeff Browning, c'est sa 2e année qu'un sponsor. Puis personne ne chiale. Il y a personne qui dit rien. C'est même si c'est un gars qui a fini genre 5-6 fois, je pense, 6 fois peut-être. C'est sa 2e année en tant que sponsor, là, puis il n'y a personne qui dit rien. Exact. Donc, je pense que si c'était quelqu'un d'autre que Jim, on n'en aurait pas parlé, ou il y aurait peut-être lieu de se poser la question, mais pourquoi tu ne passes pas par la même voie que tout le monde fait? Ça semble être une voie, entre guillemets, facile, mais quand tu es le quadruple champion de la course, puis le GOAT incontesté de cette course-là en ce moment, comme tu dis, je pense que tout le monde veut compétitionner avec Jim. Puis là, ça fait qu'il n'y en a plus d'astérisque. Ça fait que cette année, on peut dire que c'est probablement le plateau le plus relevé. Quand tu regardes le nombre de top 10 de la Western dans le peloton masculin, des Aiden Knox qui l'ont jamais gagné, mais qui ont 3-4 top 10, des Adam Peterman, ancien champion, Kylian Jornet, le plus grand des grands, et tous ceux qu'on va parler tantôt. La présence de Jim vient juste faire que, OK, cette année, on a vraiment un genre de championnat du monde à Western State. On a qui dans le monde en ce moment est un favori pour performer à la Western State, sont toutes là, sauf Caleb Olson, Chris Myers. Puis tu dis que c'est la dernière année sur le parcours actuel. Mm-hmm. Donc, mettons là, ça. Et c'est 10 ans après sa première participation. Tu sais, il y a plein de. Ouais. Comme on dit, Kylian, c'est 14 ans après sa première victoire. Ben là, c'est un peu significatif. Tu sais. Jim, ça fait 10 ans qu'il a participé sa première fois. Et c'est la dernière sur le parcours actuel. Donc, c'est quand même, ça fait quand même du sens. T'sais. Moi, je pense que pour l'histoire dans le sport, puis que pour l'histoire de la Western, ça rend la chose beaucoup plus belle. T'sais. Donc, oui, puis il y a plein de courses. Je pense que la Western a un système qui est assez parfait de ramener le top 10. On dit depuis des années que l'UTMB devrait faire ça. Là. Je veux dire que Kylian doit aller faire le 16 km de Eiger Ultra Trail juste pour avoir son accès à l'UTMB. Après l'avoir gagné, c'est ridicule. Toutes les grandes courses devraient avoir ce système-là où ton top 10 revient. Hard Rock, c'est le top 1. UTMB et autres, c'est top 10, mais conditionnel à aller te chercher une stone. Western, c'est top 10. That's it. Mais il y a beaucoup de courses que un ancien gagnant a toujours un full accès. Je pense que Leadville est comme ça. Si tu as déjà gagné Leadville, tu peux te décider un mois avant la course, n'importe quand, 20 ans après ta victoire, tu as le droit de revenir. Il y a toujours une place pour des anciens gagnants. On s'entend que ce que Jim a fait en prenant un dossard Oka, qui est le partenaire principal, qui doit pomper des millions dans la Western, qui a accès à ces dossards-là, qui est le partenaire principal de Jim depuis 10 ans,
tout ça a beaucoup de sens. Puis, c'est comme tu dis, on veut une western avec Jim, puis là, on l'a. Puis, on s'entend, Jim a un peu tergiversé avec l'idée de faire Canyons, parce qu'il y a des petits soucis depuis, on s'entend l'année passée, il a presque fait la western, a décidé de ne pas la faire, il y avait des soucis de santé. Finalement, s'est retourné puis a eu une saison exceptionnelle en gagnant le championnat du monde puis l'OCC. Mais il y avait quand même des petits soucis, puis il voulait racer des courses Golden Ticket en début de saison, Black Canyon et autres. Ça s'est pas présenté parce que justement, il y avait des petits soucis de santé. Là, il est revenu en shape, mais probablement que d'avoir couru Canyons, de l'avoir racé comme un débile, aurait fait qu'il aurait été un peu plus magané, hypothéqué. Là, en prenant le dossard sponsor d'Oka, là, on sait que Jim est en top shape. Là. Ouais, c'est ça. On va avoir notre Weston avec Jim. Voilà. On souhaitait depuis le début. Ça va être assez exceptionnel. J'ai le goût qu'on parte un peu de la même façon qu'on a fait la course des femmes, c'est-à-dire commençons par nos gars qui reviennent du top 10. Ensuite, parlons de nos gars qui sont qualifiés sur les courses Golden Ticket. Et terminons avec nos dossards sponsors, genre Monsieur Wamsley. Le premier, en haut de la liste, celui qui aura le dossard M3, un certain Kylian Jornet, 2 fois troisième sur la Western States, une fois champion en 2011. Le GOAT incontesté de la montagne en général, que ce soit sur ski, en alpinisme, en expédition longue. Dans les dernières années, on l'a vu gagner encore des 11e et 12e Sierzinal. Il est rendu avec tellement de victoires sur ces courses-là que ça n'a pas de sens. Des Zegama, des Hard Rock, du l'UTMB. Il a fait des projets solo. L'année passée, il a connecté tous les sommets de plus de 14 000 pieds aux États-Unis, donc plutôt au Colorado, mais avec des rides de vélo de 1000 km pour se rendre jusqu'à le seul sommet de genre le Wyoming, puis l'Oregon, puis la Californie. Un projet complètement fou. 1 an après avoir fait pareil dans les Alpes. C'est assez fou ce que ce gars-là peut accomplir. On en parlait un peu avant d'enregistrer. Il est blessé. Il a terminé Zegama en 42e position, une course qu'il a gagnée à 12 reprises. Une course très courte, c'est un 42 km, mais on dirait que si c'était un autre athlète, ça aurait un peu hypothéqué nos décisions probablement de prédiction de genre, mais là, 42e à Zegama, et des douleurs. On a su sur un podcast que Emily Fosberg, sa femme, a confié que Kylian a mal à son TFL. Il y a des douleurs à son TFL depuis 2012. Mais attends, moi j'ai entendu que il s'était fracturé la rotule en 2006 et que depuis 2006, il a mal au genou aussi. Ah, c'est ça. Ça fait 20 ans, guys. Puis en 20 ans, il a le palmarès que tu viens juste de nommer, tu sais. 4 UTMB, 5 Hard Rock, Western, Diagonal, Limit. Fait on dirait que c'est ça. Oui, il y a ça. Il y a une petite part de moi qui, tu sais, Kylian est connu aussi pour, c'est quoi l'expression en anglais, là? Jouer avec sa bouffe avant de la dévorer, là. Tu sais, le lion qui joue avec sa proie, qui laisse vivante un petit peu avant de faire le coup de grâce. Kylian est connu pour le storytelling autour. Je pense pas qu'il ait jamais menti ou bluffé ou quoi que ce soit, mais il aime jouer un peu avec ça, puis s'il est 100% remis puis complètement top shape pour la course, il le dira pas. Il va continuer de laisser parler cette 42e position-là. Les gens vont spéculer, est-ce que Kylian est correct? Il va jouer avec ça. Il va l'utiliser à son avantage. Je pense que c'est ce qui fait que c'est le plus grand des grands. C'est les performances physiques, c'est la condition physique du gars, mais la game mentale. Mais moi, je pense pas qu'il ira. Il ira pas si il se sent pas apte quand même, tu sais, je pense. Exact. Puis là, il l'a dit. Il l'a dit sur son Substack. Il a dit qu'il allait prendre le départ de la Western States. Puis comme tu dis... Il est en train d'expérimenter des méthodes de récupération. Je me demande ce qu'il fait, là, mais... Tu te rappelles ce que je disais à Sulphur Springs pendant mon 100 000? Là? On n'a pas traversé l'Ontario complet pour aller enfiler... On n'est pas ici pour enfiler des perles. C'est l'expression que j'adore de mon ami Michael qui vient de la France, j'adore cette expression-là. On n'est pas là pour enfiler des perles. C'était mon mantra de Sulphur Springs quand ça allait mal de me dire je suis pas venu ici juste pour finalement abandonner. Fait qu'on n'est pas ici pour enfiler des perles. Kylian ne ira clairement pas à la Western pour enfiler des perles. Il n'est pas là parce qu'il y a
il y a une entente contractuelle qui doit prendre le départ. Ce qu'on voit malheureusement des fois sur des courses européennes, des coureurs blessés qui prennent le départ, qui abandonnent au premier ravito parce qu'ils ont une obligation contractuelle. On n'est pas là. Si Kylian prend le départ de Western, c'est parce qu'il croit en ses capacités de pas juste la terminer, c'est de la gagner sous les 14 heures probablement. Là. Ouais, clairement. Donc, Kylian, ça va être... faut juste là-dessus, Kylian. On s'entend, l'année passée, on a beaucoup parlé de Caleb Olsen et tout ça. Tu sais, Kylian revenait sur la Western, qui est une course qui n'est pas du tout à son avantage. Tu sais, Kylian, c'est un montagnard, c'est un gars qui, hard rock, qui peut la gagner avec un bras, une épaule disloquée, mais tu sais, il avait gagné la Western en 2011, il avait fini 3e en 2010 dans une édition légendaire, mais c'est pas un parcours qui est naturellement pour lui. Puis l'année passée, tout discrètement, fini 3e avec genre le 4e meilleur chrono de l'histoire de la course. Pire, si tu es d'un kilo, là, on sait pas ce qu'il faisait, là. Il a tellement fait d'expérimentation. Je me rappelle, son plan de nutrition était absolument astral, mais il a monté très, très fort, là. Ouais. Il est vraiment venu fucker la game des prédictions avec cette blessure-là, parce que si on le savait pleinement en santé, on s'entend qu'on a la bataille du siècle. Ouais, ben oui. Les deux en santé sur une ligne de départ. Kylian et Jim sur une ligne de départ, on n'a pas vu ça souvent. C'est arrivé 2017 à l'UTMB. Kylian a fini 2e, Jim 5e, je pense. On a vu ça en 2018 à l'UTMB, les deux ont abandonné. On a vu ça à Chianti, mais Kylian était finalement un peu blessé encore une fois. Ce qui fait qu'il était blessé, il a quand même fini devant Vincent Bouillard. Mais Jim, cette journée-là, est en excellente forme. Mais les savoir les deux en forme, plus les 20 autres gars qu'on va mentionner, ça va être quelque chose. Poursuivons, il nous reste quand même 20 autres gars à discuter. Le deuxième, le M4, Jeff Mogavero. Oh là là, parle-nous de Jeff. Lui, c'est mon préf. C'est tellement une personne gentille. C'est un gars qui est sponsorisé par Un, mais c'est tellement une personne genre juste gentille. T'sais, il adore le plein air. T'sais, il a commencé le trail en faisant du backpacking. Là, il m'expliquait, il disait, il fait, moi, à la base, je courais pas tant. Là. Puis c'est un ami à moi qui m'a dit, hey, serais-tu game de faire du backpacking pendant genre 60 kilos? Puis il était en fer, puis il a adoré ça. Puis après ça, il s'est dit, hey, est-ce qu'on pourrait juste courir avec notre sac à dos? C'est comme ça qu'il a commencé à aimer la course. Puis wow. L'année dernière, on a vu un textbook, Jeff, là, parce que Jeff est connu pour genre exécuter ses courses de manière comme une horloge suisse extrêmement genre régulier. Puis tu sais, on a tous été quand même. Moi, je savais qu'il était capable de performer quand même, mais tu sais, de faire le meilleur temps pour un débutant sur la Western States l'année dernière avec la chaleur qu'on a eue. Je pense que c'est quand même vraiment, vraiment très bon. Puis ça, tu sais, il est solide. Cette année à Chianti, ça a quand même été difficile, sa course. Là, il s'est remis en jambe. Je pense qu'il a gagné un 50 kilos aux États il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est à voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est dur de le jouer. Tu sais, c'est ça qui est dur. C'est dur de le placer, mais tu sais qu'il va faire quelque chose. Il va être là, mais... Il me fait beaucoup penser, je trouve, comme vibe à Rod Farvar qui avait, en 2024, qui avait failli battre Jim, on s'entend. Ouais. Mais Rod Farvar... c'est le même genre d'athlète que avait terminé 2e, dans ce cas-ci, Jeff, c'est 4e, mais tu sais, 14h30 à ta première tentative sur Western States, c'est admirable. Je veux dire, c'est un chrono qui te fait remporter 48 des 50 éditions, tu sais. C'est à sa première, ça va être très beau à voir. M5, moi, je l'avais mis comme premier l'an dernier dans les prédictions. Daniel Jones de la Nouvelle-Zélande, un gars qui a terminé 4e en 2024, 5e en 2025. T'sais, quand tu parles d'une régularité, un gars qui back-to-back fait des performances sous les 15 heures, c'est quelqu'un qui part clairement dans les favoris. Là. Ah oui, c'est un gars extrêmement régulier. Cette année, tu sais, je pense qu'il a gagné les 3 courses qu'il a fait cette année. Il a gagné Tarawa, ce qui gagne toujours Tarawa tous les ans. Mais ça, tu sais, il y a une petite alerte. Apparemment, il y a une petite blessure post. Mais tu sais, après ça, il a réussi à revenir puis il a gagné les 2 autres courses. Mais c'est sûr que c'est tout le temps difficile avec... il est toujours placé, Dan Jones. Un gars extrêmement genre solide. Donc ça va être intéressant de le voir revenir là-dessus. Là. Puis tu sais, moi, je pense sincèrement que
le top 10, il est assuré là-dedans de revoir en 2027. Mais je dis assuré, je me suis un peu c'est très fort, mais moi, je l'aime beaucoup, D'Angelo. Ouais, vraiment très régulier. Le prochain, Ryan Montgomery. Quelqu'un qui a terminé 20e en 2024, 7e en 2023, 7e en 2025. Beaucoup d'expérience. Une personne qui a terminé 3e à Leadville, 100 miles. On parlait dans l'autre épisode tantôt de Anne Flower. Quand tu as terminé Leadville, ton coffre à outils est bien rempli. Ouais. Ryan Montgomery, un peu comme Riley Brady, court officiellement comme non-binaire, mais dans son cas, il est dans le peloton masculin, considéré dans la compétition masculine, disons, de la course. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, un gros bagage, un gros coffre à outils. C'est quelqu'un qui va toujours être là, qui va toujours bien performer, qui va toujours être régulier. Une mauvaise journée, termine 10e, une bonne journée, il peut gagner. Tu sais, l'année dernière, là, avant d'aller à la Western, là, il avait quand même enchaîné genre Tarawa, Chianti, Canyon, avant d'aller à la Western. Tu sais, c'est pas arrivé genre frais à 100%. Là. Non, c'est ça. Ça reste que tu as réussi à enchaîner toutes ces courses-là pour arriver à la Western puis réussir à faire 7e avec le field qu'il y avait l'année dernière. Ouais. Le prochain, moi, ce gars-là, je le mets dans la même catégorie. Ceux qui ont écouté l'épisode féminin, je parlais de Jenny Lichter, Anne Flower, Molly Seidel, Tara Dower, qui était comme mon genre de top 4 de next big thing. Hans Troyer, l'Américain. Je sais que t'as un crush sur Hans Troyer, toi. Ah, c'est... Tantôt, je disais... C'était qui que je disais qui était mon... c'est Anne Flower que je disais que c'était mon geek crush féminin. Hans, c'est mon geek crush masculin. C'est quelqu'un qui va gagner la Western States. C'est quelqu'un qui a terminé 8e l'an passé, mais cette année, elle va officiellement sa place et est quand même allée à Black Canyon pour compétitionner en début de saison. A terminé premier sur le 100 km dans un field de gens qui ont le couteau entre les dents parce qu'ils veulent leur place pour la Western State. Lui, il se pointe, il a déjà sa place. Il gagne quand même, établit un nouveau record de parcours. Ouais. C'est le terme qu'on utilise un peu trop souvent de stratosphérique, là. Ce qu'il a fait à Black Canyon, c'était ça, là. Ah ouais, puis tu sais, c'est encore une fois, c'est le fait qu'il ait déjà eu son baptême l'année dernière, ben il est déjà là, tu sais, il sait c'est quoi, là. Puis de faire un course record à Black Canyon, t'arrives totalement avec la grosse confiance pour la Western. Là. Ah ouais. Puis il a gagné l'année passée aussi JFK 50 miles, on s'entend, là. Ouais. En termes de vitesse pure. Un gars qui roule. En termes de vitesse pure, puis tu sais, des gagnants de la JFK qui ont bien fait à la Western, c'est commun, là, je veux dire. Jim Wamsley a eu le record de parcours de JFK pendant quelques années. Aiden Hawks a gagné JFK, a aussi eu de très grosses performances à Western. Hans Troyer est dans cette lignée-là. Moi, dans ma tête, c'est le prochain Jim Wamsley de sa génération. Là. Ah oui. 5h10 pour faire 80 kilos. 5h10. Pas trop 80 vite. km. Pensez-y. Ouais. Et là là. Et le dernier, le M10 de retour l'année passée après une 10e place, le japonais Hiroki Kai. Un gars qui, mon feeling, j'espère qu'il ne nous écoute pas, mais qui a quand même eu une journée exceptionnelle. Les astres sont alignés pour lui à la Western State parce que si on regarde ce qu'il a fait, il finit 16e à Gorge Waterfalls, un 100 kg qui a du calibre, mais pas fou. 17e Black Canyon sur le 50 km. 58e à la CCC. Tous des performances qu'on se rapprochera jamais, toi et moi, mais quand on parle d'un field, on vient de parler de Hans Troyer, je pense qu'il y a eu toute une course à la Western State. Il y a eu beaucoup de DNF l'an passé, mais je ne veux pas discriminer en rien sa performance. C'est juste que quand on regarde ce qu'il a fait ailleurs, il s'est passé de quoi cette journée-là. Puis clairement, il faut qu'il répète la même recette. Je ne sais pas ce qu'il a mangé la veille puis ce qu'il y avait dans sa bouffe de ravito, mais pas non plus parce que il fait la même affaire. C'est ça quand tu regardes les autres trucs, tu sais. Canyon, l'année dernière, il a fait ça en 10h46. CCC, il finit 58e. Moi, j'ai dit CCC, mais CCC. Dans tous les cas, c'est ça. Cette année, il a pas fait de top 10. Toutes ses courses, ça a été genre entre la 13e et la 17e place. Ouais. Sur des courses avec... il y a une course en Australie qui le truc était pas élevé, il finit 13e, tu sais, mais ouais, je pense que ce jour-là, il a dû avoir
les étoiles alignées en ciel qui ont fait que, ah, ok, tu vas bien faire cette année à Westwood States parce que, ouais, c'était un peu. C'est vraiment impressionnant. Si Hiroki Kai gagne la Western cette année, on va retirer nos paroles et on va s'excuser. Mais je pense que c'est ça. C'est une très belle performance l'année passée, mais avec le plateau qu'on a cette année, je doute qu'on le revoie dans le top 10. Ouais. Hiroki, il ne reste qu'à nous faire mentir. Le prochain, il y a beaucoup à dire. La fusée italienne, on entre dans ceux et celles qui sont, dans ceux seulement, c'est les courses masculines, on entre dans ceux qui ont eu leur golden ticket, dans ce cas-ci à la CCC, à l'UTMB. Donc, depuis le mois d'août dernier, qui savent qu'ils vont participer à la Western State, Monsieur Francesco Pupi. Ouais, ça, c'est Oh là là. un baptême, un 100 miles, tu sais, mettons, tu sais, il a un incroyable talent, Pupi, hein. C'est un coureur extrêmement rapide, extrêmement complet, un beau build-up pour la Western, mais là, tu sais, pour ça, je comprends pas trop sa fin, là. Il s'entraîne en Suisse, donc c'est sûr que c'est pas tellement genre entraînement à la chaleur live, là. Ouais. Il est blessé, il s'était cassé quoi, le poignet, je pense, en début d'année, ou après Chianti, je pense. Ouais. Il s'est un DNF à Black Canyon en début d'année. Un gars qui avait gagné Canyons 100 kilos l'année passée puis qui avait refusé son golden ticket. Je pense que c'est un gars qui vient plus du format court, depuis longtemps qu'il est là, depuis pré-pandémie, qui performe bien, qui a toujours eu un œil sur la longue distance, peut-être pas la très longue distance. On se rappelle qu'il a un peu chié sur les 200 miles récemment. Il s'est fait critiquer pour ça. On n'embarquera pas là-dessus. Mais qui regarde de loin ce qui se fait sur 100 kg, 100 000 depuis plusieurs années, puis qui là, l'année passée, son baptême du 100 kg s'est soldé en victoire à Canyons. Pas prêt à aller à la Western. Quelques mois plus tard, gagne la CCC. Quelques mois plus tard, en fait, quelques semaines plus tard, termine 9e au championnat du monde. Gros moteur, gros talent, grosse expérience. La seule point d'interrogation, c'est, les blessures et le baptême de 100 000. C'est qu'il n'a jamais fait de 100 miles, puis là, il se frotte à des gens qui ont tous beaucoup, beaucoup d'expérience. On a nommé tantôt des gars qui reviennent. Un Jim qui a 5 finishes, 4 victoires. Kylian qui est sa page Ultra Sign Up, tu peux scroller pendant des jours et ça continue de défiler, il y a plus de 100 résultats. On n'est pas le même niveau d'expérience, disons. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est un premier 100 miles avec le début d'année qu'il a entre genre le DNF, la blessure au poignet, même si Chianti s'est quand même bien passé. J'ai quand même des réserves sur ce qu'il est capable de faire, pour être full honnête, là. Moi, je pense qu'on va sûrement le voir au début, mais à partir de la mi-parcours, ça va commencer à être un petit peu plus dur pour Francesco. Ouais. Un autre qui va être à son baptême de 100 000, mais qui a peu d'expérience, il y a un seul 100 kilos à vie et c'est une 2e place à la CCC, donc vraiment pas gênant. Un gars qu'on a vu sur les pentes du Mont-Saint-Anne les 2 dernières années au défi des couleurs. Il avait terminé 2e, notamment du Up and Down en 2025. Un gars qui a terminé tout juste derrière Hans Troyer à GFK 50 Mile. Premier de la Transvulcania cette année. David Sinclair, l'Américain. Tout un bagage. Un gars de skyrunning, courte distance, qui performe très bien depuis qu'il est transitionné vers l'ultra. On en parlait encore tout à l'heure, tu sais, de tout ce qui est genre les Jenny Lichter ou les Kylian, tu sais. David Sinclair, à son échelle, là, c'est quand même un gars qui est extrêmement polyvalent aussi, là. Ouais. C'est capable de faire des up and down, genre extrêmement rapides, des 80 rapides, puis d'aller sur du 100, puis d'être capable de faire des podiums à la CCC. Ouais. Quand même hâte de voir ça sur un 100 miles, tu sais, à son début de saison, ça a quand même été crescendo, tu sais. Elle a commencé par un 25, après ça, elle est montée sur un 73, mais montagnard, tu sais, la Transvulcania, c'est pas roulant comme la Western. Non, c'est souvent la course les gens qui veulent piquer à l'UTMB vont souvent aller faire Transvulcania. Moi, j'ai trouvé ça assez étonnant quand même comme choix, là. Mais tu sais, il réussit à gagner genre devant des Peter Van, devant des Nadia Marguet et Ben Diman. Voilà, au niveau de la spécificité du parcours, j'ai trouvé ça genre un choix assez audacieux, je te dirais. Surtout venant de quelqu'un qui vient de la montagne, tu sais, qui est, il n'a pas détourné de ce qu'il fait habituellement pour aller faire la Transvulcania. Il est allé faire exactement ce sur quoi il performe, alors qu'il approche son premier 100 miles dans un contexte complètement différent. Il sera probablement le premier en haut de la montagne après 5 km de course.
Mais est-ce qu'il sera le premier à Auburn 155 km plus tard? Ça reste à voir, mais un talent brut qui, s'il veut pousser sur le long, va être très menaçant dans les prochaines années. Ouais. Le prochain, il avait terminé 5e à la CCC. Les Golden Ticket ont descendu, on s'est rendu jusqu'à lui. L'Américain Jeshurun Small, un gars que j'aime beaucoup aussi, s'entraîne beaucoup avec Seth Ruling, Et Paul the Boys. qui va être dans ses premières, qui va être dans son premier 100 000, mais qui semble s'entourer de gens qui ont beaucoup d'expérience, donc d'apprendre autour. Moi, je trouve que c'est le profil parfait de gars qui va faire un top 10 c'est une bonne journée. C'est un plan à 3 ans pour la Western State. T'sais. Est-ce qu'il gagne cette année? J'en serais vraiment surpris. Je serais le premier à me dire que j'étais dans le champ, mais je pense que c'est ce genre de profil-là qui arrive sur un premier 100 000 puis qu'il y a tout ce qu'il faut pour très bien faire, mais c'est ça. Dans ma tête, moi, c'est un plan à 3 ans de Jeshurun Small. C'est un profil quand même particulier. C'est un gars qui est extrêmement bon sur les parcours roulants. Ouais. Il est aussi capable d'aller à la CCC puis de finir juste à 20 minutes du vainqueur sur la CCC. Ouais. Donc, c'est quand même à 20 minutes d'un Poupi qui est genre un spécialiste des courses de montagne. Il n'a pas à rougir, tu sais. Non, c'est ça. Moi, comme toi, c'est un gars que sur les 3 prochaines années, on va être amené à le voir très souvent, je pense. Ouais. C'est drôle, ils sont comme regroupés, puis c'était pareil tantôt quand on a enchaîné Jenny Lecter, Anne Flower, Molly Seidel dans l'ordre, parce qu'on les a vraiment mis dans l'ordre de ceux qui ont obtenu leur Golden Ticket selon aussi la chronologie des courses. Puis là, on enchaîne Jeshurun Small, David Sinclair, Jeshurun Small, Will Murray, Canyon Woodward. Ces deux-là, Will Murray, Canyon Woodward, ont obtenu leur Golden Ticket à Javelina, un 100 miles, donc ils ont l'expérience du 100 miles. Ils seront les deux à leur baptême de Western, mais moi, ces deux gars-là, c'est comme Jeshurun Small. C'est des noms qu'on va nommer dans les 8 prochaines journées de geek, puis ça va tout avoir des cougars dans leur garage dans 10 ans, ces gars-là. C'est Will Murray, là. Son premier 100 000, c'est Javelina 100 miles. C'est un parcours ultra rapide. Rappelez-vous, l'année passée, on vous parlait de David Roach. David Roach avait battu le record de Leadville, avait explosé le record à Javelina, et Will Murray a retranché 35 minutes. C'est énorme. Un record de parcours d'un des plus vieux 100 000 de l'Arizona, qui a eu plein de gros coureurs qui ont participé. C'est pas une course random, là. Il a retranché 35 minutes à David Roach. Je catch pas ce qui s'est passé cette journée-là à Javelina, mais c'est un gars qui peut rentrer un 100 000 en dedans de 12 heures. Ça devrait aller sur Western, là. Aux États, ils en parlent beaucoup de ce gars-là, là. Will Murray, même Dylan Bowman dit que c'est genre next big thing tout le temps. Ouais. Mais non, pour mettre 35 minutes à un David Roach qui était quand même à son prime à ce moment-là, on va se dire. Là, c'est vraiment down, mais il était à son prime. Là. Donc, mettre 35 minutes, c'est absolument énorme. Ouais. C'est vraiment pas une marge tellement petite. Là. C'est monstrueux. Ouais, ces gars-là, c'est ce que des fois on entend ça par rapport aux jeunes coureurs qui performent sur les 100 kilos et qui veulent tranquillement se qualifier vers Western. C'est des Young Guns, là. Ouais. Will Murray, Canyon Woodward, c'est des Young Guns. Canyon Woodward, j'adore ce gars-là. Lui, il s'est qualifié avec sa 3e place à Javelina sur 100 miles, quelques dizaines de minutes derrière Will Murray, mais il est la première personne de l'histoire à faire 3 top 5 dans des courses Golden Ticket dans la même année. Parce que lui, il a obtenu son Golden Ticket à Javelina. Il s'est pas arrêté là. Il est allé quand même à Black Canyon pour le fun, fini 4e. T'as la Canyons, 100 kilos, terminé 5e. Le gars, il arrive quand même les jambes bien loadées. Ouais. Puis juste avant Javelina 100 miles, un mois et demi avant, il a fini 13e à l'UTMB. Et dans la même année, il avait fait Canyons 100 miles, où il avait gagné. Fait que le gars a des 100 miles à son actif, dont Canyons, qui est sur le parcours de la Western State, et l'UTMB. Il a fait Javelina dans la grosse chaleur, parcours rapide et roulant. Le gars a comme tous les outils, tous les ingrédients pour bien faire. Et là, tu parles d'un début d'année qui est genre aussi solide. Monstrueux. La Canyon. C'est un build-up assez solide, ambitieux, mais tu sais. Ah ouais. Encore une fois, c'est des fois les gens qui sont quand même plus jeunes plus jeune, c'est le gym, on le voyait à l'époque. Le gym était capable d'en prendre 3-4 dans l'année puis performer sur les 3-4. Là. Maintenant, c'est quand même plus condensé puis de manière plus intelligente. Là, mais non, c'est... Ouais, ces deux-là, moi, je trouve que c'est les deux gars aux États, après, avec Hans,
qui sont genre le plus excitants à genre se dire sur les prochaines années. Hein. Ouais. Euh, S'ils peuvent maintenir ça, pas se blesser, Hans Ouais. Fryer, Canyon Woodward, Will Murray. Canyon Woodward vient de signer avec Patagonia, qu'on pensait qu'il avait un peu tourné la page sur le trail. Tu sais, Patagonia, ça fait longtemps qu'en outdoor, en vêtements, c'est les tops, mais ils ont toujours eu une équipe de trail, ils ont toujours eu un peu de matériel de trail, des vestes d'hydratation, des t-shirts. Ils ont déjà essayé de faire des chaussures dans les années 2000. Mais on pensait que c'était un peu mort, la série trail de Patagonia, puis là, ils viennent de signer probablement une des plus grosses vedettes montantes en la personne de Canyon Woodward. Fait que ça promet. Ça va être intéressant. Puis il fit la vibe de Patagonia, de faire un peu les choses différemment. Là. Ouais. C'est une vibe complètement différente. On est moins dans les équipes Salomon sérieuses ou des équipes Oka. Là, il signe avec une marque de outdoor. Ouais, on voit plein de marques comme ça qui commencent à monter, qui commencent à sponsoriser des gars. Des marques qui font leur comeback, tu sais, qui reviennent, qui re-sponsorisent des gars là, qu'ils n'ont rien fait pendant des années. Ouais. Ouais. Puis là, celui qui s'en vient après, lui c'est genre l'éternel. Moi, j'ai toujours aimé Anthony Costales. Là. Ouais, c'est un vétéran quand même, c'est un gars qui doit être rendu fin trentaine, je pense. Ouais. Puis tu sais, il est toujours là. Genre, tu sais, toujours là, il fait toujours ses petites affaires. Comme un podium à la Western State en 2023, là, c'est pas gênant. Il sait comment se rendre au bout de ces courses-là. Là. Je me rappelle qu'en 2023, il faut retrouver dans les archives encore qu'on regarde. Là. Mais je pense que j'en avais parlé. Parce que ça fait longtemps que je me dis que lui, là, c'est quelqu'un qui est bon. Puis cette année, il y a ça, un build-up, genre, tu sais, il a quand même fait Black Canyon, il a fini deuxième, cherché son ticket là-bas, puis après ça, il a été faire un petit tune-up à Gorge Waterfall à 50 kilos. Donc, tu sais, il finit à 4 minutes de Hans à Black Canyon, tu sais. Donc, ouais. C'est un gars qui borne depuis longtemps. Là. Depuis 2013, il y a des résultats de trail. Beaucoup dans la courte distance, mais sa transition vers le long a bien marché. Fait que c'est un gars qu'il faut toujours considérer. Il est toujours là. Ouais. Troisième à Black Canyon, c'est là qu'il a obtenu son golden ticket. Trayson Knopp. Ouais. Baptême de 100 000 quand même. Il n'en a jamais fait, mais il a bien fait à Black Canyon. Il a bien fait à Eiger sur le 70 kg. Je le connais pas beaucoup. Je sais juste qu'il vient de l'Alaska. Puis la dernière personne, le dernier favori qui venait de l'Alaska, c'est un certain Geoff Rose en 2010 du documentaire Unbreakable. Si vous êtes rendu à ça, là, ça fait 30 minutes qu'on parle de la Western, d'une deuxième partie, vous êtes tapé la première partie des courses féminines, vous êtes clairement accroché, vous êtes fan de la Western. Si vous écoutez, c'est sûr que vous n'avez jamais vu Unbreakable, d'abord, je pense qu'il est gratuit sur YouTube. Ce film-là est légendaire. C'était 4 coureurs au sommet de leur art qui arrivaient avec chacun aucune défaite sur 100 miles. Anton Krupicka était là 4 en 4. Geoff Rose était 4 en 4. T'avais Kilian qui arrivait de 2 victoires sur l'UTMB avec son petit kit moulant blanc de cycliste pour faire la Western State, alors que t'as Anton puis Geoff Rose qui couraient en chess. La barbe, je veux dire, il va y avoir de la faune qui vivait dans ces barbes-là. C'est des gars qui vivaient dans leur pick-up, qui campaient sur le parcours. C'était une époque complètement différente de la Western. Et pourtant, tous ces gens-là avaient performé. Tu avais Hal Kerner qui était le champion en titre de la course. Puis le documentaire suit ces 4 coureurs-là à l'approche de la course. C'est un des meilleurs documentaires. Je pense que c'est le meilleur documentaire de trail ever. Faut écouter ça la veille, la course, tu vois. Geoff Rose venait de l'Alaska. Fait que là, moi, quand j'ai vu que Trayson Knopp venait de l'Alaska, j'ai fait faut pas parier contre un gars de l'Alaska parce que le dernier qui a été là, ça a bien été. Voilà, est-ce que tu l'as mis dans tes prédictions? On va le voir tout à l'heure. On va tout à l'heure. Le prochain, tu le connais-tu? Jordan Brumblett? Jordan Brumblett, pour être fou honnête avec toi, non. Ça ne dit pas. Cinquième à Black Canyon. L'année d'avant, il a fini 34e à Black Canyon. Ça va être son baptême de 100 miles. Je connais peu. Pourrait causer la surprise, mais j'ai essayé de chercher. Il a pas un palmarès genre de fou. Là. Ça passe à 5e place à Black Canyon cette année. Les autres, c'était un DNF, 34e place à Black Canyon. Donc, ça va être intéressant à regarder ça. Ouais. Des gars qui pop de même, là, un peu comme les deux prochains. Avec un 904 du TMB Score, c'était genre, OK, toi. Il sait comment faire ça. Là. Mais les deux prochains de la liste, c'est un peu comme Jordan Brumblett. Le Jacob Banta, il a fini 2e à Tarawera, derrière Daniel Jones, qui lui avait déjà son ticket pour la Western.
Un gars de la Nouvelle-Zélande. Ah non, c'est pas vrai, c'est un Américain, Jacob Benta. C'est un Américain. Ça va être son baptême de la Western. Il a un 100 000 à son actif. C'est une 24e place en 2019. C'est back in the days. Depuis, il a fait 7e à Tarawera en 2025, 2e cette année, 5e à Gorge Waterfalls il y a quelques semaines sur le 50. Donc, un beau build-up, un athlète qui a de l'expérience. J'ai hâte de voir. Ouais, ça va être souvent des gens comme ça un peu dark, là, qu'on sait pas trop d'où ils viennent. On sait pas trop d'où ils viennent, mais ils pourraient bien faire. Puis ça pourrait être un nom qu'on entend parler à Robinson Flat en fait. Puis tu te dis, quoi? Ouais. Jacob Benta? Who? Jacob est là. Jacob est là. Le prochain, c'est un peu la même chose. C'est un Néo-Zélandais qui a fini 3e à Tarawera, qui a eu son Golden Skit là-bas. Max Jantic. Il a un seul 100 kilos à vie et il l'a fait cette année en avril à Tarawera. Donc, on peut se permettre de poser la question sur l'expérience du gars, mais il y a une performance sur laquelle on peut juger. Donc, spoiler alert, il n'est pas dans mon top 10 de prédiction, mais c'est un nom qu'on pourrait retenir puis voir arriver encore là, passer à Robinson Flat et faire « Ah ben, salut Max, on ne te connaît pas. » Alors, on va parler d'un gars que notre ami Nicolas Fréret pourrait nous en parler pendant des heures. Alors, on arrive sur un top 5. Les 5 derniers dont on veut vous parler qui ont obtenu les Golden Tickets, c'est 2 personnes à Chianti, qui avaient un gros peloton, et les 3 de Canyons, qui sont le plus gros top 3. C'est out of this world ce qui s'en vient, mais après 3 gars qu'on connaissait peu, là, on entre sur des noms qu'on connaît. Thomas Cardin, un Français. En fait, les 2 qui ont obtenu leur Golden Ticket à Chianti, c'est des Français. Thomas Cardin, quand même immense expérience. Hein. Ah, Thomas Cardin, moi, je pense que c'est un des meilleurs coureurs de trail du monde. Dès qu'il fait une course, c'est très, très rare qu'il ne gagne pas quand même. Ouais. J'étais surpris quand même de le voir à la recherche de Golden Ticket comme ça, d'une place pour la Western, puis de l'accepter parce que il n'a jamais fait de 100 miles. Chianti, c'était sa plus longue à vie. C'est un gars qui a gagné les Templiers. Il a gagné la Saint-Élion à 3 reprises. Il a fini 4e de l'OCC, 3e du Marathon du Mont-Blanc. Ouais. Chianti, c'est sa plus longue à vie. Il l'a gagné. C'est une grosse performance. Puis, dès qu'il a gagné un premier 120K, boum, ça va sur 160 dans la Western, dans les canyons californiens. C'est vraiment surprenant comme build-up, je trouve. Moi, je pense que je vais le prendre à peu près dans la même catégorie en termes d'expérimentation, genre à un Vincent Bouillard. T'sais. Ouais. Bouillard est venu, mais tu sais, on savait très bien qu'il ne performerait pas là-dessus, même s'il avait gagné l'UTMB. C'est quand même rare de se dire que quelqu'un qui gagne l'UTMB, tu le vois venir sur une autre course, tu te dis, ah ouais, toi, mettons, je te mettrais pas dans la gagne. Je trouve que c'est très, très rare qu'on puisse faire ça. Un peu comme Ludo Pomeray à sa première Western. Mathieu, on le voyait bien faire. Il a fait très bien. Il a fini 7e, c'est exceptionnel. Mais est-ce qu'on se disait Mathieu va gagner la Western après ce qu'il a fait à l'UTMB? Pas nécessairement. C'est tellement des compétences différentes. Mais Vincent Bouillard, c'est le prochain dont on va parler, a eu une course dure l'année passée. C'était qualifié avec Chianti, ADNF, la Western State. Et là, de retour via Chianti. Thomas Cardin, c'est le genre de gars qu'il pourrait être sur un projet de 3 ans, là, de se dire cette année, on expérimente le 100 miles, on finit 7e. L'an prochain, on n'aura peut-être pas le même discours à son sujet. Là. Ouais, moi, je m'étais mis quand même des dog horse un peu, là, puis je me suis dit que Thomas Cardin, tu pourrais le voir. On va quand même le voir, on va le voir dans certains contextes, mais c'est pareil, comme tu disais. Moi, je le mets dans la même catégorie que Vincent Bouillard. Ouais. C'est Vincent Bouillard, elle a eu le DNF, alors que on a eu un gros breakthrough l'UTMB. Ouais. On l'avait arrivé à Chianti avec la bataille légendaire avec Jim et Kylian. Mais j'ai hâte de voir Vincent, voir comment est-ce qu'il va se situer sur une 2e Western. Ça va être intéressant. Vincent Bouillard, bon, premier UTMB, je pense que c'est la victoire de l'UTMB la plus surprenante et la plus belle des dernières années. 10e quand même au championnat du monde. C'est pas négligeable. 3e à Chianti et en 2025 et en 2026. Entre-temps, il a aussi fini premier à Kodiak en 2024, quelques mois après l'UTMB. Tout un athlète. Je suis surpris de le voir revenir encore. Tu sais, le gars, il gagne l'UTMB. Clairement, il a des compétences physiques pour performer sur ce genre d'épreuve-là. Et il n'a pas refait ça, un 100 miles montagneux, depuis.
Non. Donc, ça, peut-être, il se dit, je veux explorer la fibre vitesse avant de remonter dans les montagnes. Ou il se dit, je peux pas faire mieux. J'ai fait un 100 000 Ouais. montagneux, j'ai gagné l'UTMB. Qu'est-ce que je peux gagner à le refaire? Je sais pas, je blague, je spécule, mais c'est curieux de le voir autant s'écarter de ce qui lui a ce qui a bien fonctionné, mais c'est intéressant de le voir. Puis je pense que c'est un gars qui est très analytique. Probablement que ce DNF-là l'an passé le ressassé dans sa tête à maintes reprises pour trouver qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Puis c'est un dark horse cette année. Nos deux Français, il n'y en a pas beaucoup de Françaises de cette année à la Western. Il y a Thomas Cardin et Vincent Bouillard. Je pense que c'est deux dark horse. C'est des gars que, Ouais. je vous le dis dès maintenant, ne sont pas dans mon top 10 parce que, je veux dire, le plateau a aucun sens puis c'est difficile de faire des choix, mais ils sont pas dans mon top 10 et je serais vraiment pas surpris qu'ils finissent sur le podium ensemble. Tu sais. Ouais. Imagine Jim sur le podium avec Vincent puis Thomas. C'est quand même très drôle. Et là, on termine avec les trois qui sont venus chercher leur golden ticket sur Canyons. Ils sont rentrés par la porte d'en arrière. C'est la dernière option d'avoir des places. Puis ils ont fini 1, 2 et 3 sur Canyons 100 kilos. Un gars que je suis tellement content de voir revenir fort parce qu'il a gagné la Western States en 2022. Et depuis, ça a été plus difficile, des blessures. Et l'année passée, il a démontré une preuve de résilience. Moi, quand des athlètes font ce qu'Adam Peterman a fait, je suis en admiration parce que combien de fois on a vu des athlètes avoir une mauvaise journée, pas être blessé, juste ça clique pas, je gagnerai pas, j'abandonne. L'année passée, Adam Peterman a terminé en 23h09 la Western, ce qui est extrêmement bon pour un mid-packer qui veut une silver buckle, la boucle de ceinture argent donnée à ceux qui le font en moins de 24 heures. Mais pour un gars qui l'a gagné en 15 heures et des poussières, de faire plus de 8 heures au-dessus de son chrono et de quand même finir, je trouve que ça démontre tout le mental de ce gars-là. Finit 49e l'année passée, revient cette année et gagne Canyons devant un peloton assez débile. Il va être dangereux, Peterman. Il va être dangereux, là. Puis ça, c'est une belle histoire, là. Tu sais, souvent, les athlètes, c'est ça. Quand ils voient qu'ils performent pas, ils vont tirer la plug pour se dire, hey, j'ai une autre course dans 2 mois, je vais pas m'hypothéquer à faire ça. Adam revient, puis moi, quand j'ai regardé cette course-là, ça m'a fait penser, genre, ça m'a remis en arrière de me dire, là, devant nous, on a un peu des talents générationnels. On a du Adam, du Zach Miller, du Aiden Hawks, c'est genre les athlètes qu'on regardait il y a genre des années courir en trait, puis maintenant on sait que dans le sport, tout va vite, puis t'as beaucoup genre le nouveau crack qui arrive tous les ans, la nouvelle perle du trail qui vient performer, et là on a eu un vintage trail running, là, on a eu c'était comme si on était de retour en 2019. Donc, Ah oui. Ben même ce que Zach Miller puis Aiden Hawks on va faire, les deux derniers de notre liste de Golden Ticket, ils ont fini 2 et 3. On se rappelle qu'en 2016, il y a 10 ans, il avait fait la même finale sur une course qui à l'époque était une des plus relevées aux États-Unis, qui était The North Face Endurance Challenge California, qui terminait sur le Golden Gate à San Francisco. C'était un 82 km, puis Zach et Aiden s'étaient battus, puis je pense que c'est une des premières fois qu'on a vu un Zach Miller arriver à une ligne d'arrivée à fond la caisse, tu sais, les finales à la Zach Miller au sprint, mais là, il n'était pas au sprint parce que c'est Zach Miller, il était au sprint parce que Aiden Hawks était à moins d'une minute de lui. Et 10 ans plus tard, on a revécu exactement la même chose. Encore là, à moins d'une minute l'un de l'autre. Zach Miller, c'est un gars qu'on dirait que c'est le chat qui meurt puis qui revient tout le temps, qui a des vies. Tu sais, Zach Miller gagné la CCC en 2015. Mène l'UTMB pendant longtemps en 2016 avant d'exploser, puis Ludovic Pondray passe avec ses bâtons puis sa casquette protège-soleil, le vieux montagnard qui le dépasse puis qui le démolit. Il y a eu des blessures, il y a eu des années difficiles, 3-4 DNF consécutifs sur l'UTMB. Tu sais, Zach, à un moment donné, quand il n'est pas en train de courir, il est en train de s'occuper d'un camp en altitude à couper des cordes de bois pour les randonneurs en hiver. Il est en train de transformer un autobus en campeur / machine à beigne. Renaît de ses cendres, revient à l'UTMB, termine 2e derrière Jim. Puis
petit brag, j'avais été le seul à prédire Jim 1 et Zach 2 à l'UTMB 2023. Fin de la parenthèse. Mais revient, s'inscrit à la Hard Rock, en fait, finit par être pigé par la Hard Rock. Il y a une appendicite, cancelle la course, revient l'année d'après, finit 5e. Zach a 9 vies, puis je pense qu'on est juste à la moitié de ça. Zach Miller va être pour la première fois sur la Western State, qui était assez fou pour un gars de son calibre et de son expérience. Et pour un gars de la fin trentaine, je pense que lui aussi est sur un projet 3 ans, Ouais. puis qu'on pourrait le voir gagner dans 1 an ou 2. Moi, je pense qu'il s'est dit, hey, il manque quelque chose là. Il faut que je fasse la Western. Puis c'est assez fou de se dire qu'ils ont réussi les trois ont réussi à se qualifier sur la même course. Tu sais. Ouais. C'est incroyable. Puis je conseille aux gens qui n'ont jamais regardé la vidéo Aiden Hawk, Zach Miller, North Face, de regarder ça. Si tu regardes ça le matin, tu vas sûrement avoir une journée assez motivante, je te dirais. On a le pas reproduire à sa maison, par contre. Ouais. Ah non. Parle-nous de Aiden Knox, qui, de ces trois-là, celui qui a le plus de finish à la Western State. Ben ça, c'est pareil. Lui, c'est l'éternel gars qui va toujours être là. T'sais. On sait très bien qu'il va avoir un rôle à jouer dans la course. Ça va être quoi? T'sais? Est-ce que ça va être le gars qui va dynamiter la course dès le début? Parce que moi, je pense que si tu dois gagner cette course, il faut que tu fasses sauter le truc. Ouais. Je pense pas qu'il faut que tu sois quelqu'un qui soit extrêmement stratégique sur la Western State, surtout dans la course des gars. Moi, je pense que la course des gars, c'est celui-là qui va tirer le plus vite. Ouais. Mais je pense que Aiden, il a toujours prouvé il a toujours été un acteur de la Western States. Il n'a jamais été un spectateur à finir genre 7-8e, puis tu sais, dans ses pantoufles. Ça a toujours été un gars qui a été animateur de la journée. Puis je pense que cette année, ça va être exactement la même affaire. T'sais, sinon, il n'aurait pas été chercher un golden ticket s'il n'avait pas envie de y aller. Non, puis tu sais, c'est quelqu'un qui est un peu comme Jim, un peu comme Zach, qui est dans la fin trentaine. Ouais. Des courses comme l'UTMB, la Hard Rock, on va voir des gens de 40 ans la gagner. La Western, le facteur vitesse, je pense qu'il y a peut-être une limite de ce côté-là versus ces autres courses-là plus montagnardes. Il a fini 2e en 2022, 3e en 2024. Il y a tout ce qu'il faut pour gagner. Puis je pense que mon feeling, il va un peu plus dicter le parcours. Puis c'est drôle, j'entendais Dylan Bowman sur son podcast dire qui va challenger Jim, puis est-ce que quelqu'un va vraiment essayer d'aller au-devant de Jim? Puis je pense que les Young Guns, les Hans Troyer, Ryan Montgomery, Canyon Woodward, Will Murray, je pense pas qu'ils vont dépasser Jim puis être sur un pace sub 14 heures dans le début de course. Mais s'il y en a un qui peut le faire, puis le tenir, puis qui a les couilles pour le faire, puis l'expérience pour le faire, là, quelqu'un qui, tu sais, si quelqu'un peut courir sub 14 heures la Western State, puis donner une claque à Jim, je pense pas que c'est les jeunes qu'on a parlé qui sont encore dans la catégorie baptême de 100 000 baptêmes de Western State. Je pense que c'est Aiden Knox qui a plus rien à perdre, plus rien à prouver. Il peut juste partir sur un pace pas de sens, puis si ça tient, ça tient. Si ça tient pas, il abandonne ou il finit plus tard. Ouais, totalement d'accord avec ça. On pense qu'on aurait fini. Et là, on entre dans la catégorie sponsor et loterie, parce qu'on a quand même 5 noms de gens qui pourraient bien faire. Le premier, bon, Jim Wamson a parlé tantôt de ce contexte-là pour aller chercher ce dossard-là, mais Jim, il a fini premier en 18, 19, 21 et 24. 4 victoires consécutives à ses 4 dernières tentatives. Entre-temps, il a gagné les championnats du monde à 2 reprises. Il a gagné l'OCC l'année passée, alors qu'il est supposé être juste blessé puis faire la petite course du TMB parce qu'il est passé en forme pour faire la longue puis démolir tout le monde sur l'OCC. Je sais pas quoi dire de plus sur Jim. Je sais pas comment présenter plus. Là. C'est de se dire, ça, c'est dès que Jim prend la ligne de départ, là, c'est très difficile de dire je vais pas le mettre gagnant. T'sais. Là encore, c'est ça. La question physique se pose un peu, on va se le dire. Les dernières, je pense sincèrement que la dernière, c'était une année il manageait sa douleur. Pour ça qu'il a fait des plus grosses distances. Puis il voulait voir comment ça se fait. Ouais. Puis là, cette année, moi, je pense que s'il prend la ligne de départ, c'est qu'il veut faire quelque chose. Puis sur ce que j'ai écouté, il le disait, il veut pas forcément genre battre le record de parcours, il veut juste gagner. Ouais, exact. Le record du parcours, il s'en fout un peu. Il l'a déjà. Il gagner. Ouais. Donc, alors moi, que je pense que jeune Jim 2017-18 était en mode, je vais pas juste gagner, je vais
écrasé la compétition parce que en 2017-18, quand il gagnait en 14h09, 14h30, il y avait 1h30 d'avance sur le deuxième, qui était François Den. Là, aujourd'hui, il gagne en 14h13, 14h11 en 2024. Rod Farvar est dans ses shorts. Là. Ouais. Il n'est jamais arrivé que quelqu'un l'avait suivi de proche. 2019, je pense que Jared Hazen était 20 minutes derrière, qui était quand même à l'époque le deuxième chrono le plus rapide de l'histoire, mais 20 minutes derrière. Mais récemment, il y a du talent au pied carré, puis les gens sont dans ses shorts. Fait que, comme tu dis, il n'est plus en mode je vais dicter la game, puis je vais partir une demi-heure d'avance après un ravito. Je pense que la game a changé, mais je pense que Jim, c'est le boss final. Ouais. Je pense que c'est l'homme à battre. D'être là, ça avantage tout le monde, parce que tout le monde va vouloir battre Jim. Ouais. Donc moi, je pense que si tu veux gagner la Western State, il va falloir juste que tu battes Jim. Moi, je pense que ça va juste être ça. Puis lui, il le disait dans les entrevues, il dit moi, j'ai une seule faiblesse. C'est coquille comme il est, on le connaît là. Ouais. Il dit j'ai une seule faiblesse à la Western States. Il dit c'est mes ravitaillements. Ouais. Et après l'image sur Twitter que je revenais là-dessus, que je voyais que il y a des ravitaux, genre les gars ils passaient genre limite en 30 secondes, puis Jim lui il s'asseyait sur sa chaise, il changeait ses chaussures, etc. Parce que le gars est assez confiant pour se dire ah mais c'est pas grave, allez-y guys, je vous rattrape derrière, tu sais. Puis ça joue dans la tête des autres gars. Là. Mais il est connu pour ça, tu sais, Jim est cocky, mais pas d'une manière. Il est confiant, mais il est pas cocky, il est confiant. Puis je pense que c'est rafraîchissant dans le trail. Puis quand il est arrivé, ça l'a un peu surpris parce que tu sais, le trail, c'est un sport un peu plus à la cool, un peu plus hippie dans l'âme. Puis c'est ce gars-là qui arrivait, qui était pas cocky, mais qui disait je vais gagner en fin de semaine. Ouais. Puis qui show up, puis c'est ce qu'il faisait. Mais je pense que sur le terrain, pendant la course, il joue dans la tête des gens, c'est le maître. Tu sais, tantôt, je disais jouer avec sa bouffe avant de dévorer. Là. Jim, c'est ce lion-là. Là. Jim, je veux dire, à l'OCC, là, son dépassement en fin de parcours, là, je veux dire, il savait depuis 10 km qu'il allait le faire, puis il attendait juste l'attaque au bon moment. Puis à la limite, il a prévu l'attaque au moment où il savait qu'il y avait une caméra proche pour pouvoir le voir. Tu sais. Mais c'est pour ça que, tu sais, tous les gars qui étaient là et qui commençaient déjà leur travail mental sur la Western, dès que l'équation Jim est rentrée en compte, ils ont dû tous appeler leur préparateur mental en disant ouais, je pense qu'il va me falloir peut-être à moins 1 ou 2 rendez-vous pour réajuster un petit peu comment j'approche la course parce que ça a changé. Exact. Oui, le reportage est arrivé. Puis tout le monde autour a tout approuvé. Jim n'a plus rien approuvé. C'est ça. Donc, ça va être intéressant de voir la stratégie des gens. Tu sais, tu as des Jeff Moravero, Daniel Jones, des gars d'expérience que je m'attends à ce qu'ils soient patients, qu'ils laissent la course avancer un peu, qui se tiennent peut-être pas loin de Jim, mais y a-tu un gars dans la gang qui va partir puis qui va mettre 10 minutes à Jim après 30 kilos? Ça se peut. Eh ben, tu sais quoi? Moi, je peux te dire qui c'est qui va le faire. Moi, je sens que Poupy va faire ça. Tu penses? Ouais. Je pense qu'il est assez audacieux pour se dire genre... Puis je pense qu'il connaît assez Jim parce qu'ils sont amis. Ouais. Moi, je pense que s'il y en a un qui va vouloir faire ça et faire sauter le bouchon super vite, ça va être lui. Ouais. Puis si ça tient, il gagne, tu sais. Je pense que c'est ça, tu sais, parce que si tu mets Jim sous pression et que Jim, il continue de prendre plus son temps au ravito, etc., et que devant, t'as un gars qui fait ça super vite, il peut prendre tellement de temps, puis vraiment, tu le rattrapes pas ton temps, là. Quand t'as genre 30 minutes de retard sur un double, t'as beau être Jim. Ta seule espérance, c'est que l'autre pète. Ouais, voilà. Si on finit rapidement sur nos athlètes sponsors et loterie, on a quand même 2 autres sponsors qui sont des candidats de talent. Jupiter Carreras Casas, le Mexicain, il a fini 17e en 2024, mais c'est là qu'il a fini 6e à Black Canyon en 2026, puis 2e en 2024. Grosse expérience quand même. Là, c'est quelqu'un qui aurait pu très bien rentrer via des Golden Tickets. Là, c'est ce qu'il a fait en 2024. Fait qu'il y a le Mexicain. Il y a Jeff Browning, qui est à ce jour la 2e personne sur Terre avec le plus de victoires sur 100 miles, avec 31 quand même. Hein? Jeff Browning, qui est rendu à la 50aine avancée, mais qui est tout un athlète. Il est terminé 11e à Cocodona cette année. On sent que peut-être l'âge rattrape Jeff Browning. Il est rendu à 54 ans, je crois. Donc, on le sent que contrairement à Ludovic Pomerel, lui, ça le rattrape parce que il y a quelques années, il faisait encore des top 10 easy à la Western, consécutifs, back à back à back. C'est un gars qui a fini 6 fois la course dans le top 10.
depuis 2 ans, peut-être c'est plus difficile. Je veux dire, il y a 54 ans, puis ça demeure une légende du sport, mais y a-t-il encore la vitesse pure pour suivre les poupies Canyon Woodward, Will Murray de ce monde? Je sais pas. Ah, tu vois, il race beaucoup moins aussi, tu sais, donc c'est quand même un indicateur de te dire, ouais, je pense que, tu sais, quand tu passes de faire 5-6 courses par année à faire une course par année sur les trois dernières années, genre, c'est sûr que c'est un petit indicateur. Ouais. Si vous aimez cette vibe-là de course un peu plus old school, écoutez n'importe quel podcast que Jeff Browning a fait. C'est un gars c'est un coach d'expérience aussi. Il vit de ça. Son métier dans la vie, c'est d'être coach. Très intéressant à suivre. Sinon, les 2 autres que j'ai notés, John Kelly, qui a été pigé à la loterie. John Kelly, c'est un triple finisher de la Barclay. C'est quand même quelqu'un d'expérience. Je pense pas du tout que la Western est son genre de parcours. C'est peut-être une opportunité plus bucket list pour lui. C'est moins son profil. Mais encore là, tu me dis, hey, John Kelly finit 9e de la Western. Je suis pas si surpris. Ouais, moi non plus. Mais dans une édition où tout le monde pète, là, parce que Poupy, puis Wamsley, puis Edenard, ça s'en donne à cœur joie, puis tout le monde pète, je serais pas surpris que John Kelly fasse son petit bonhomme de chemin et rentre ça en 17 heures, fini 9e. Ah, j'ai hâte de voir ta prédiction dans 10 minutes où tu vas nous dire John Kelly 9e. Le dernier que j'ai mentionné, Justin Grunenwald, je le connaissais peu, mais c'est un peu qui a fini 2e à Desert Rats, 2e à Leadville, 100 miles. Fait que tu sais, bonne expérience quand même. Un historique du sport aux US, là, je te dirais. Ouais. C'est toujours été un gars qui a toujours été là dans les courses, puis toujours placé, tu sais, même quand il était top 10, tout ça, genre Bandera, etc. Toujours là. Ça a quand même été un gars, ça qui a quand même été précurseur quand même. Ouais. Fait que, Nico, c'est l'heure des prédictions. On prend une pause, un message d'un partenaire, puis on s'en parle de l'autre côté. Quand on pense à la Western States, on pense toujours à la chaleur. Les canyons californiens, le soleil qui tape fort, les températures qui grimpent au-dessus de 35 degrés, mais chaque été, au Québec, on se ramasse toujours à vivre ça en juillet ou en août. Puis il y a des bonnes chances qu'à un moment donné, tu vas participer à une course qui va tomber en pleine canicule. Quand il fait chaud, la performance, c'est pas juste une question d'entraînement, c'est aussi une question d'équipement. Et Altitude Sport a tout ce qu'il te faut dans une grande diversité de marques. Des lunettes de soleil Oakley ou Julbo pour protéger tes yeux, un bandeau léger Buff ou On pour gérer ta transpiration, une veste d'hydratation Salomon ou Rab pour transporter suffisamment d'eau sans te ralentir. Puis pour ceux et celles qui n'ont pas peur du style, il n'y a rien comme un bucket hat, CLA ou Outdoor Research pour éviter les coups de soleil. Puis comme toujours, Altitude Sport rend ton magasinage simple. C'est une entreprise canadienne basée à Montréal, 100% en ligne avec plus de 400 marques premium. Tu commandes aujourd'hui, c'est livré demain partout au Canada et le jour même à Montréal. Puis si ça te convient pas, les retours sont super faciles avec un code QR. Va sur altitudesport.com et utilise le code promo pas sorti du bois 2026 PASSORTIDUBOIS 2026 pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Le lien et les conditions sont dans la description. T'as manqué le bateau pour l'Ultra Trail Gaspésia 2026? C'est pas grave, il y a plein d'options qui s'offrent à toi si tu veux vivre une expérience gaspésienne comme seuls les événements Gaspésia peuvent t'offrir. D'abord, tu peux mettre un gros X dans ton calendrier en juin 2027 pour participer au Gaspésia à Percé. Mais si tu as envie de mettre le cap à l'est dès cette année, t'as plein d'options. Il y a l'Ultra Trail Forillon qui a lieu du 18 au 20 septembre prochain avec des distances allant de 1 à 160 km dans un décor unique. Le directeur de course Jeff Tapp en parle comme d'un safari trail, fait que ça vaut vraiment le détour. Il y a aussi le Marathon Gaspésia le 24 octobre avec ses parcours sur route de 1 à 42,2 km au cœur de Percé. Et puis, il y a le petit nouveau pour les adeptes d'aventure sur 2 roues, le Gravel Odyssey Gaspésia du 4 au 6 septembre prochain qui va amener les cyclistes sur 3 jours d'aventure entre mer et montagne au cœur de la Haute-Gaspésie. Donc, pour choisir ton prochain défi gaspésien, rendez-vous sur le gaspésia.org. De retour à l'épisode 279 après 7 heures de geekage sur nos favoris masculins. Et là, c'est l'heure des prédictions. Puis, ça me permet de revenir sur les résultats de l'an passé parce que j'ai appliqué le même calcul des points qu'on fait avec Nico Fréret dans nos prédictions UTMB. Donc, 1 point quand on mentionne un athlète, mais pas à la bonne position. Et 5 points quand on est pile sur la bonne position. Et l'année passée, ça a été rough parce qu'il n'y a que toi qui a nommé une seule athlète qui a terminé à la bonne position. Et c'est quand t'as prédit Fusao Xiang 2e. Sinon, le reste, côté masculin, j'en avais 4 sur 5 quand même qui ont fait des points. Dans ton cas, t'en avais 3, mais au final, t'avais mis Kilian, Daniel Jones, Caleb Olson, pas dans le bon ordre. J'avais mis les mêmes plus Seth Ruling.
malheureusement, on était très loin. Personne n'avait mis Caleb gagnant. Par contre, l'année passée, tu l'as remporté. 10 points total sur tes prédictions, 6 pour moi. Et là, cette année, on a décidé de mettre un peu de piquant. La personne qui va gagner les prédictions le 27 juin prochain devra imposer une conséquence à l'autre à faire pendant le QMT Live. Ah là là. À suivre. Je vais me lancer dans les prédictions. Tu as commencé tantôt pour les femmes, fait que je vais y aller. Es-tu prêt? Vas-y. Francesco Pupi, je l'ai pas mis. Dans ma tête, c'est ça. Il y a trop de facteurs. C'est comme un des favoris, clairement, avec son parcours, mais on dirait que je le vois pas que ça clique cette année, ça. Fait que je l'ai éliminé. Puis moi, celui qui m'a causé le plus de casse-tête, c'est Kylian. Longtemps qu'on en a parlé, c'est le premier dont on a parlé plus tôt, mais je sais pas où le placer. Tu sais, Kylian, une bonne journée, il gagne. C'est la seule personne peut-être qui peut vraiment réellement détrôner Jim. Et en même temps, il y a beaucoup de trucs qui jouent. Puis je pense que c'est ça qu'il veut, Kylian. Il veut que ça joue dans la tête. Il veut pas jouer dans ma tête à moi. Il veut jouer surtout dans la tête de ses compétiteurs. Mais son TFL m'inquiète, ce qui fait que je l'ai mis 7e. Je l'essaye là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut. C'était impossible pour moi de ne pas mettre Kylian dans le top 10 parce que Kylian, c'est Kylian. Puis s'il y a quelqu'un qui peut avoir de la misère à descendre des escaliers, avoir un TFL abîmé et quand même gagner, c'est Kylian. Mais en même temps, je l'ai mis 7e. Je sais pas ce que ça vaut. Fait que je commence 10e place, j'ai mis Zach Miller. Okay. Comme je te dis, moi je le vois sur un projet 2-3 ans. Là, il revient de Canyons. Il a tout donné à Canyons. Gros finish serré avec Eden Hawk. Je pense qu'il a brûlé quelques cartouches, puis c'est tôt. C'est son baptême de la Western. Il a beaucoup d'expérience, mais je suis pas sûr que Zach, c'est son année. Par contre, c'est un projet sur quelques années, donc il sera de retour l'an prochain. J'ai mis Daniel Jones, 9e. Ça montre à quel point le peloton est puissant quand un gars comme Daniel Jones, que je mettais premier l'an passé dans mes prédictions, là, il est 9e. Encore là, même chose. 8e, Adam Peterman. 7e, Kylian Jornet. 2 anciens champions que je ne mets même pas dans le top 5. J'ai gardé mes coups de cœur, comment je disais, mes crushs, mes geek crushs, je les ai gardés pour ce qui suit. Écoute ça. 6e, Canyon Woodward. 5e, Will Murray. 4e, Aiden Hawks. Et là, on entre dans le podium. Jeff Mogavedo. 3e. Hans Troyer, je mets 2e. Et j'ai vraiment, honnêtement, hésité à le mettre premier devant Jim. Okay. Et je me suis dit, non, ça se peut pas. Jim n'aurait pas accepté la bébé controverse qui a suivi son dossard sponsor s'il n'était pas hors de tout doute qu'il peut l'emporter. OK. Dans ma tête, Jim est encore dans son prime. Puis j'ai eu une réflexion, puis j'ai failli enlever Jim et Kylian, même de mon top 10, enlever Peterman. Dans ma tête, il y a un moment dans un futur très proche où on va voir nos idoles de jeunesse de trail devenir des messieurs qui sont capables de suivre. Dans le sens qu'il y a un point dans pas si longtemps où la jeune génération de fin vingtaine, début trentaine sur 100 miles va arriver, puis ça va arriver à un moment donné où Jim va être sur le part de la Western, puis il va finir 9e, ou va faire une 14e place. Ça va arriver, puis je commence à penser, quand je vois ce qui s'est passé avec ses blessures l'année passée, Jim, quand je vois Kylian qui a plus de misère, quand je vois François qui est sur les grosses courses, et je pense qu'il y a une page, je ne veux pas dire qu'ils se tournent parce qu'ils sont encore très jeunes, ces gars-là, puis ils vont toujours être des légendes du sport, mais il y a quand même ce moment-là où ces gars-là ne seront pas toujours dans le prime. On a commencé à les suivre, puis moi, c'est des gars dans la vingtaine. Ils sont rendus dans la trentaine, même début quarantaine pour François. Il y a un moment où cette page-là va se tourner. Puis je me dis qu'on n'est pas loin, mais je n'étais pas encore prêt à mettre Jim 8e. Moi, je pense que cette page-là va se tourner quand il y aura un changement de parcours. Donc, c'est ça! Fait que Jim remporte la dernière Western States sur le parcours classique qui change l'an prochain. Alors que, et selon Jim, le nouveau parcours va être plus rapide. Ouais, effectivement. Fait que c'est ça mon top 10. Ce qui est cool, c'est Jim, que Hans, Jeff. Ton top 10 est différent du mien. Ah ouais? C'est là que les points vont genre. Ça va jouer là? J'ai hâte. Ouais. Alors 10, Anthony Costales. OK.
9e, Canyon Woodward. 8e, j'ai la même réflexion que toi. Genre, moi, j'ai mis Zach parce que je pense que Zach, il a trop mis sur Canyon. Puis je pense que c'est pareil. Il veut sécuriser, il voulait y aller. Et après ça, maintenant, il veut juste sécuriser un top 10 pour après l'année prochaine avoir un build-up solide Ouais. pour pouvoir Puis potentiellement. avec l'expérience qu'il a, il sait, je pense, comment viser un top 5, puis worst case, être 7e. Tu sais, je pense qu'au 8e, comme tu l'as mis, tu sais, je pense que le gars a un bagage immense, mais c'est ça, il a tout ce qu'il faut en ce moment avec le build-up qu'il a. Je veux dire, il y a 3 mois, il est encore sur des toitures à construire sa maison avec sa blonde. Je veux dire, Une prépa optimale. toujours sur des projets de construction pas possibles, à des heures pas possibles, sur un toit en bas à cap. En tout cas, ça, c'est Zach. Mais je fais un aparté, mais moi aussi, j'ai dit Poupie. Life Poupie explose. Donc, il n'y a pas de. Mais vous l'aurez entendu, Poupie va mener la course pour exploser. Ouais. OK. Après 7e, Dan Jones. OK. Il va encore être placé, encore être top 10. 6e, par contre, j'ai mis Jeff. Je pense que Jeff, tu sais, il a eu une course extrêmement solide, une saison extrêmement solide dernière parce qu'il a gagné Cape Town aussi. Ouais. Et je pense que là, le field est vraiment, vraiment solide, mais je vois que devant, ça va. Je pense que ça va aller plus vite. 5, j'ai mis Aiden. Là, je vais être très romantique du sport sur les top 5, moi. Avec une petite touche de jeunesse. Mais 5e, Aiden. 4e, Adam Peterman. OK. 3e, ton crush, Anne Stroyer. Et là, 1-2. Moi, 1-2, je suis genre dans le sens, si les deux sont là, les deux vont deliver. Kylian va finir 2e. Et moi, je joue que ça va se jouer dans genre les 20 derniers kilos. Et Jim gagne. Ouais. Ouais. En ce moment, Kylian a de la douleur sur le plat, qu'il dit. Ah, sur le plat? Donc sur une fin de parcours, c'est pas plat, mais ouais. Je veux dire, c'est pas en début de course, c'est pas dans la première moitié de course que Kylian, son bobo va ressortir et va affecter sa performance. Puis je pense que Kylian a une tolérance à la douleur plus grande que toutes les autres personnes de cette liste-là, combinées ensemble. Mais je pense que il n'y aura pas de record de parcours pour moi là-dessus. Je pense vraiment pas. Mais ça, je pense pas que. Mais Kylian et Jim, je les vois à 2. Pour l'amour du sport, puis pour le fait que genre, ça se termine là-dessus, puis qu'ils changent de parcours l'année prochaine en se disant genre, l'année dernière, c'était Jim, Kylian, et le King à s'en venir, Anne Stroyer, 3e. J'adore ce scénario-là, ce film-là que tu crées où il y a une passation du flambeau, dernier parcours, Jim, Kylian, 1 et 2, puis ils pourraient tous se retrouver sur Hard Rock, ces gars-là, parce que Jim, ça fait 10 ans qu'il s'essaye pour la loterie, qui n'a jamais été pigé pour la Hard Rock, mais on se rappelle que la Hard Rock a des dossards donnés par le choix du directeur de course, et Jim a toujours été boudé. Jim fait du bénévolat chaque année. Kylian a 5 victoires. Imagine cette année, on a Jim 1, Kylian 2 sur la Western, et l'an prochain, on les retrouve sur Hard Rock. Okay. Il y a un film en 2 parties à créer. Il y a un biopic à faire. Ouais. J'adore. Fait que les deux, on a Jim en tête. Petit rappel, juste pour conclure, tu avais sorti Abial première, Marianne deuxième, Fuzhou Xiang troisième. Donc le même top 3 que l'an passé, avec une petite alternance entre Marianne et Fuzhou. Mon côté, pour les femmes, c'est Marianne première, Fuzhou Xiang deuxième et Anne Flower troisième. Et toutes les autres qu'on a nommées tantôt. Donc on va surveiller ces top 10-là le jour J de la course. Comment tu as prévu vivre ta Western 2026 après avoir été sur place sur le terrain en 2025? Pour être honnête, ça va être difficile à battre. Là. J'aurais pu y être avec la job cette année, mais ça n'a pas trop fonctionné. Là. Mais c'est sûr que je vais regarder ça attentivement. Là. Souvent, ce que je fais, c'est que je regarde le départ, puis au fur et à mesure de la journée, je me fais des petits blocs de 30 minutes où je regarde. Mais c'est toujours genre Iron Far sont toujours extrêmement bons dans la retranscription sur Twitter. Tweets, c'est malade. Ouais, moi, c'est là que je le suis. Cool. Donc, puis les lives de Dylan Bowman, ça, on aime toujours regarder ça parce que c'est toujours le fun. Mais on va suivre ça comme tous les ans. Ça va être fou. Moi, c'est la fête de 40e d'un de mes amis le soir de la Western. Moi, ça rentre tard, habituellement, là, je veux dire, avec le décalage.
Fait que je m'excuse d'avance à mon ami Simon. Ça se peut qu'à ta fête, c'est un party de maison dehors. Là. C'est pas, on n'est pas au resto 8 services avec le gars qui check son sel. Là. Ça va être une soirée très sympathique autour du feu probablement. Donc, je me sentirai semi-mal d'une fois par 5 minutes à rouvrir Iron Fire juste pour être sûr. Mais c'est sûr que moi, ça va être pareil. C'est drôle, l'autre fois, je faisais un ménage de mes photos, des activités glamour de la vie, mais mon sel débordait, il fallait que je fasse un peu de ménage. Et j'ai retrouvé des photos de la première western de mon petit Elliot, 3 mois il est couché par terre avec une espèce de truc qui jouait avec ses jeux pendant qu'il y a la western. Probablement la seule fois de sa vie qu'il a eu le droit d'avoir une télé, tu sais, dans sa face. Après ça, l'année suivante, on a une photo aussi de la western. L'année passée, j'étais en train de construire son nouveau lit, puis j'avais le sel. Il était pas là, j'étais dans sa chambre en train de construire son nouveau lit de grand. Puis j'avais le sel qui jouait, des souvenirs comme ça de la western. Alors, c'est toujours à suivre ça d'un œil. Il y a une western 2021. Je suis en train de déménager dans la maison où je suis ici, en plein déménagement, toujours en train de checker le sel. C'est des journées comme ça où on assume pleinement qu'on suit quelque chose. Il y a du monde, c'est ça pour le Canadien de Montréal. Moi, c'est... Bon, on l'écoute un peu en route vers l'Ontario, mais non, c'est la Western, c'est notre Super Bowl. Là, c'est le moment de l'année. Puis nous, notre Super Bowl, il dure 18 heures au lieu de durer 3 heures. Fait que faut être longtemps devant ça. Fait que je rappelle que Pas sorti du bois va partager quelques stories pendant pour ceux et celles qui sont loin, qui peuvent pas être devant leur YouTube, leur feed live. Mais pour les autres, je rappelle que ça se passe sur YouTube. C'est là qu'on va suivre ça. Ça va être complètement fou. Je sais que je le répète souvent, ce terme-là, complètement fou. Mais là, avec le plateau féminin et masculin qu'on a, Marianne, qui est la seule digne représentante du Québec. Chaque année, on a des Québécois à suivre. Cette année, 0 à la pige. La seule personne qui représente le drapeau québécois, c'est Marianne. Elle va nous rendre fiers. On va être 100% derrière elle. Puis, elle va devoir nous ramener un cougar sur le territoire québécois. Il y a Rob Crowar qui a ramené quand même 2 cougars au Canada. Mais je pense qu'il vit à Flagstaff. Il est canadien, mais il vit en Arizona. Mais il y a un cougar qui doit venir ici. Puis, c'est Marianne qui va aller nous le chercher. Sinon, c'est toi les prochaines. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je ramènerai pas un vrai cougar parce que le cougar de la victoire, genre doute. Fait que, de toute façon, tu le sais, hein, le jour que je vais être là, tu vas y être aussi. Et j'ai compris que vice-versa. Fait que des beaux trips à venir d'ici 10 ans, là, à la vitesse à laquelle on est pigé. Fait que, c'est sûr. On s'écarte, mais c'était bien le fun. Nico, merci beaucoup de cette jasette de geek en 2 parties. Pour nous, c'en était une seule en une soirée, mais les auditeurs, auditrices auront ça en 2 parties. J'espère que vous avez apprécié autant que nous, on a apprécié à le faire, à se casser la tête puis à s'écrire des textos il y a 2 jours. Fuck, qu'est-ce que je fais avec Kylian? Où je le mets? Je refreshais son Substack. Je me dis, il y a peut-être une 3e partie qui s'en vient de son blog. Il va nous dire à quel point son TFL va bien ou va mal, mais non, on ne fait pas. On sait pas. Réponse le 27. Voilà. Merci beaucoup, Nico. Merci à toi. Toujours le fun. On se reparle très bientôt dans la vie, mais aussi pour une jasette de geek avec notre ami Nicolas Fréret pour l'UTMB, une tradition du mois d'août depuis 2021. Fait que merci Nico. Comme d'habitude, je termine en remerciant les partenaires du podcast, NAC, Noctem, qui m'a offert aujourd'hui une excellente catnip, elle était excellente, Mox Mocktail et Café Charlevoix. Merci à David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.